Bonjour amis, je souhaite vous parler de la voiture Renault Mégane. Renault, France, DCI, ce sont des mots-clés qui, combinés en un seul, constituent une source de faits et de mythes terrifiants sur les voitures compactes d'occasion de 2002 à 2008. Renault a créé la deuxième génération de la Mégane en pensant à la forte concurrence de l'Allemagne et du Japon. Un compact moderne à petit prix effraie beaucoup de gens, mais vaut-il la peine d'avoir peur? La voiture a fait ses débuts en 2002 et ce fut une bonne période. Sur le marché, les concurrents européens proposaient encore des modèles assez anciens comme la Focus i, la Golf 4 et l'Astra 2. La Renault Mégane 2 était une voiture de nouvelle génération qui a rapidement conquis le marché des voitures compactes. C'était tout simplement nouveau et, avec la Peugeot 307 qui avait fait ses débuts un an plus tôt, elle enlevait des clients à la concurrence. De plus, la Mégane 2 a été la première voiture compacte à obtenir un résultat Euro NCAP 5 étoiles, ce qui était pris très au sérieux à l'époque. De plus, le client disposait d'un bon équipement de série, et dans les versions plus riches, pratiquement tout. L'avantage aux yeux des clients de l'époque était la carte désormais classique remplaçant la clé. L'intérieur, comme la carrosserie, est assez original, et à ce jour il suffit de dire « Mégane » avec cette lunette arrière bizarre, et tout le monde sait de quoi je parle. L'arrière de la Mégane 2 ne plaît pas à tout le monde, mais dans l'ensemble, la voiture est agréable et il n'y a rien à redire sur l'aspect pratique de la carrosserie. Structurellement, la Renault Mégane 2 ne se distingue pas de ses concurrentes. Un avantage majeur en termes de fonctionnement est la suspension simple. La suspension avant est dotée de jambes de force McPherson avec triangle triangulaire, tandis que l'arrière est une poutre de torsion classique avec ressorts séparés et amortisseurs montés à un grand angle. Moteur. Les clients avaient un large choix de moteurs, des petits moteurs à essence et diesel aux puissants moteurs turbocompressés. Les plus petits étaient le 1.4 16V essence, 82 et 98 chevaux, un moteur très performant et durable, et le héros de la vidéo 1.5 DCI avec une puissance de 82 à 106 chevaux. Les plus gros moteurs 1.6 16V et 2.0 16V ont respectivement une puissance de 113 et 135 chevaux. Le moteur à essence le plus puissant de la Mégane standard était le 2.0 turbo de 165 chevaux, tandis que les diesels plus gros et plus puissants comprenaient le 1.9 DCI et le rare 2.0 DCI avec des puissances allant de 90 à 150 chevaux. Qu'est-ce qui est cassé? Principalement un moteur 1.5 DCI. C'est ce qui rebute le plus, mais qui en même temps séduit par son prix et ses coûts d'exploitation. La conception de cette unité est théoriquement très réussie, même si elle est basée sur l'ancien moteur diesel 1.5, qui dispose désormais de l'injection Common Rail. Le moteur a fait ses débuts sur le marché avec l'injection Delphi de première génération, mais peu de temps après les débuts de la Mégane 2, la deuxième génération est apparue. L'équipement Delphi initial n'était pas très durable, mais sa réparation était assez peu coûteuse. Vers la fin de la production, d'abord dans les versions les plus puissantes, puis également dans les plus faibles, l'injection Siemens est apparue, qui fournissait de meilleurs paramètres et était durable, mais la réparation des injecteurs s'est avérée pratiquement impossible. Le moteur a subi de nombreuses modernisations pour l'adapter aux normes d'émission d'échappement de plus en plus strictes, mais en même temps, il existe de grandes différences entre les années. Après 2005, facelift, les filtres à particules et les turbocompresseurs à géométrie variable étaient presque de série, mais ce n'est pas la règle. Les versions moins puissantes étaient également parfois équipées de volants bimasses, mais elles disposaient pendant longtemps de turbocompresseurs à géométrie fixe, qui étaient de série sur les versions supérieures à 100 chevaux. Sur les moteurs plus puissants, de l'huile était également pulvérisée sur les têtes de piston. Il est difficile de fournir une configuration claire des équipements les plus importants des moteurs 1.5 DCI, d'autant plus que de nombreuses voitures sur le marché secondaire européen étaient importées et que les configurations différaient selon le pays d'origine. En règle générale, on peut toutefois supposer que les systèmes d'injection Siemens, les volants bimasses, les filtres à particules diesel et les turbocompresseurs à géométrie variable, plus coûteux à entretenir, s'appliquent plutôt aux moteurs plus puissants et en particulier aux moteurs fabriqués après 2005. Je mentionne tout cela pour une raison. Dans presque tous les domaines, le 1.5 DCI avait des problèmes. Les injecteurs Siemens sont durables mais coûteux à réparer, même si en pratique ils sont irréparables. Delphi proposait des injecteurs solénoïdes, relativement bon marché comme neufs et faciles à reconditionner, mais très sensibles à l'usure. Avec un carburant de mauvaise qualité, ils ne duraient pas toujours 100 000 km. N'importe lequel d'entre eux était susceptible d'endommager le moteur. Lorsqu'il commençait à verser trop de carburant, il risquait de brûler les couronnes des pistons. Le remplacement régulier du filtre à carburant, beaucoup plus fréquemment que recommandé par le fabricant, contribue à protéger les injecteurs. Le constructeur a prévu une période de remplacement tous les 60 000 km. Un autre problème est la courroie de distribution, mais seulement si quelqu'un a prolongé son kilométrage maximum. Il est préférable de raccourcir l'intervalle de remplacement à 100 000 km. Les turbocompresseurs à géométrie fixe fonctionnent très bien, mais ceux à géométrie variable ne sont pas adaptés à une utilisation en ville.
De plus, le capteur de pression de suralimentation et la vanne EGR sont des éléments sujets aux pannes des systèmes d'admission et d'échappement. Il s'agit plus précisément de sa pollution. Un nettoyage régulier des dépôts de carbone résout la plupart des problèmes. L'électronique contrôlant l'unité d'entraînement est également sensible et, malheureusement, peu résistante à la corrosion. Les défauts ci-dessus ne sont cependant rien comparés au grippage des paliers du vilebrequin. Malheureusement, c'est ce qui fait principalement la renommée du moteur 1,5 DCI. Certaines personnes ont eu tellement de malchance qu'après des dizaines de milliers de kilomètres d'utilisation intensive, le moteur a dû être remplacé. La plupart d'entre eux ont dépassé les 150 000 kilomètres à également rencontrer ce problème. Cependant, il y a ceux qui ont gagné plus de 200 000 $. Et ils fonctionnent toujours sans aucun signe d'usure des roulements. Quelle est la réponse? Il existe 2 mesures préventives, un bon fonctionnement et des changements d'huile fréquents. L'utilisation de bas régime, encouragée par le moteur 1,5 DCI silencieux et cultivé, tue rapidement les roulements. Lorsque le conducteur aime faire tourner le moteur plus haut, mais sans appuyer fort sur la pédale d'accélérateur, cela prolonge considérablement la durée de vie du moteur. Cependant, le principal responsable de cette défaillance est la fréquence très faible des changements d'huile. Le constructeur l'a prévu tous les 30 000 km. Ce qui est absurde. Les gens changent leur huile tous les 15 000 km à bénéficier d'une longue durée de vie du moteur. Il est préférable de raccourcir cette période à la durée normale de 10 000 km. Changer l'huile plus fréquemment protégera également le turbocompresseur. Que faire lorsque les roulements sont grippés? Lorsque vous entendez des cognements provenant du bas du moteur, il est peut-être trop tard. Malheureusement, la rénovation n'est pas très rentable, à moins d'avoir un atelier sympathique qui fera beaucoup de choses à prix coûtant. Normalement, vous remplacez tout le moteur par un moteur d'occasion et vendez la voiture pendant qu'elle tourne encore, ou, il est préférable de vendre la voiture pendant que le moteur tourne, car il arrive que l'acheteur la conduise encore pendant une douzaine de milliers de kilomètres. Voilà pour le moteur, qu'en est-il du reste? La suspension s'use normalement et, surtout, elle est facile à réparer. Lors du remplacement des amortisseurs avant, il est conseillé d'installer l'ensemble complet avec les roulements, qui s'usent plus rapidement que les amortisseurs eux-mêmes. La carrosserie est pire. Bien qu'elle soit bien protégée contre la corrosion, garantie 12 ans, elle peut pourrir très vite si elle est réparée. De plus, de la rouille apparaît sur les connexions boulonnées et sur le tuyau d'échappement. Il convient de rappeler que les ailes avant sont en plastique. La Mégane 2 souffre parfois de pannes électroniques et d'équipement. Les problèmes sont causés par le système de climatisation, où les capteurs, les vannes ou l'étanchéité du système tombent en panne. La climatisation automatique présente parfois des dysfonctionnements, signalés par une erreur sur le tableau de bord. Ici, la réparation nécessite de reprogrammer le calculateur et de remplacer la prise du compresseur, mais Renault a couvert cela avec une campagne de service. C'est le point fort de la Mégane 2, à condition d'acheter une voiture à faible kilométrage ou à moteur essence. Le 1.5 DCI consomme de petites quantités de carburant. Si quelqu'un prétend qu'une voiture consomme moins de 5 litres 100 km, il n'a pas besoin d'inventer des contes de fées. De tels résultats peuvent être obtenus en conduisant sereinement, même dans des modèles tels que le moderne Renault Kangoo ou le Dacia Docker. Outre le moteur, la suspension est peu coûteuse à réparer et l'électricité peut être gérée par n'importe quel électricien, pas nécessairement par quelqu'un qui connaît quelque chose aux voitures Renault. Dans la suspension avant, les bagues sont généralement remplacées, y compris les triangles, tandis qu'à l'arrière, seuls les éléments reliant la poutre à la carrosserie sont remplacés. Il est préférable de le faire lors du remplacement des amortisseurs et d'oublier le problème pendant de nombreuses années. Le remplacement des ampoules de phare est assez problématique, il faudra parfois faire appel à un électricien. Malheureusement, lors de l'achat d'une voiture avec un moteur 1,5 DCI, vous devez prendre en compte la possibilité d'une panne grave de l'unité à tout moment. Il s'agit du coût d'achat d'une voiture moins chère que les compacts les plus populaires sur le marché secondaire. Est-ce que ça vaut le coup? En fait, non, à condition que nous parlions de moteurs 1,5 DCI et 1,9 DCI. Ces mesures sont tellement problématiques et risquées qu'elles ne peuvent être recommandées en toute bonne conscience. Personnellement, je déconseille même les modèles à faible kilométrage. Il est préférable de rechercher une voiture à essence et d'installer un système au gaz. De cette façon, nous achèterons une voiture bon marché et sans problème qui vous récompensera par de faibles coûts d'exploitation et un confort de voyage. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.